toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique, l'émission de Lyon Mac TV qui décrypte l'actualité lyonnaise de la semaine. Et pour m'accompagner dans cette tâche, l'ancien député lyonnais Emmanuel Hamelin. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexis. À vos côtés, le chercheur associé chez Triangle, Romain Mels. Bonjour Romain. Bonjour Alexis. Et mon confrère Raphaël Ruffier-Fossoul. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Le sommaire du jour, ça chauffe à la région et à la métropole. Impossible pour les Verts d'avoir des relations courtoises avec les autres. Bruno Bernard impliqué dans la campagne de Yannick Jadot. Le président de la métropole et du Citral a-t-il vraiment le temps? Sondage sans appel contre le téléphérique. Pourquoi encore s'obstiner? Et puis 10 000 vélos verts loués gratuitement aux étudiants boursiers de la métropole. Est-ce une bonne idée, mais qui stigmatiserait? On vous a souvent parlé de la fronde des maires de l'agglomération qui menaçait les écologistes d'un métropole exit. Ça semblait aller mieux. Et puis lundi, toute l'opposition a fait suspendre la commission permanente après une phrase jugée hautaine et méprisante du président Bruno Bernard. Mercredi, c'est à la région que ça a chauffé entre la majorité de Laurent Wauquiez et les écologistes. Ces derniers sont restés coincés dehors. Ils n'avaient plus le droit de rentrer après être allés voir des agriculteurs qui manifestaient devant l'hôtel de région à la Confluence. La région a expliqué que c'était parce qu'ils avaient tenté de faire rentrer des manifestants armés de purin. Alors Raphaël, c'est normal qu'entre deux camps politiques, ça chauffe, qu'il y ait des confrontations. Mais là, on a l'impression qu'à Lyon, il y a un degré de mépris, voire de haine pour certains qui atteint un niveau assez inquiétant. Il y a une logique institutionnelle. Les écologistes sont majoritaires seuls à la métropole, Laurent Wauquiez est majoritaire seul à la région, et donc ils n'ont pas besoin d'élargir, ils n'ont pas besoin de chercher des alliances, ils n'ont pas besoin de s'allier. Ça n'a pas toujours été le cas à la région Rhône-Alpes. Avant, on était à la proportionnelle, et à l'époque de Charles Millon, avant qu'il s'allie avec le Front National, il s'était allié de fait avec les écologistes pour faire passer des grandes politiques de TER. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on a beaucoup investi dans les TER dans la région. C'est François Mitterrand qui disait « un homme va toujours au bout de son pouvoir ». On découvre que c'est vrai aussi pour les écologistes. Quand ils sont au pouvoir à la métropole, ils ont une majorité absolue. Ils ont été élus, ils ont fait 42% au deuxième tour. Ils auraient pu, si ça avait été une proportionnelle, devoir aller chercher une alliance avec soit une partie des élus centristes, soit avec Kimmelfeld, soit avec la droite sur certaines politiques. Ils n'en ont pas besoin. Ils ne le font pas. Emmanuel, vous avez longtemps été dans l'opposition de Gérard Collomb avant de le rejoindre l'an dernier. Ça ne vous empêchait pas d'avoir des relations courtoises avec certains élus et de pouvoir parler avec eux, potentiellement de faire avancer des dossiers. C'est important pour une majorité de pouvoir écouter tout de même son opposition. Mais c'est pas que c'est important, c'est que c'était essentiel. Dans une démocratie, on ne peut pas dire il y a une majorité et on fait fi de l'opposition, on ne l'écoute pas, on ne l'entend pas, on ne la respecte pas. C'est pas possible, c'est plus une démocratie. Donc ça me fait toujours penser à cette phrase de Jack Lang qui disait « Vous êtes juridiquement... vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. » Mais quelle honte! Tout le monde poussait des cris d'orfraie à l'époque, et à juste titre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les Verts, ils fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont une opposition et ils considèrent que celle-ci n'a pas son mot à dire, alors que l'opposition a le droit de dire des choses, elle a le droit d'être entendue, surtout. Et la moindre des choses, respectée. Moi, j'ai siégé à la région, à la métropole, à la ville. J'ai souvent été dans l'opposition. Je n'ai jamais été méprisé. On peut avoir on pourrait ressortir les communiqués de presse à l'époque face à Collomb. C'était à peu près les mêmes. Non, mais on est dans le jeu politique. C'est-à-dire que moi, je suis un rôle... Là aussi, c'est un jeu politique, on l'aura à chaque parce que moi, séance. Je suis entendu. On ne m'a jamais demandé de me taire dans mon rôle d'opposant dans n'importe quelle instance politique. Jamais. On peut ne pas tenir compte, ce qui est souvent le cas quand on est dans l'opposition. Parlez de Laurent Wauquiez à la région qui demande aux opposants de se taire. Bruno Bernard ne demande pas aux opposants de se taire. Si, quand il leur dit qu'ils n'ont pas leur mot à dire, il leur demande de se taire, quasiment. La phrase, c'est sur ces sujets-là, je ne parle pas avec les conseillers métropolitains, je parle directement avec les maires. Je ne parle pas avec les présidents de groupe, je parle directement avec les maires des communes. Ce qui est un peu bizarre parce que... Non, c'est pas tout à fait ça l'idée quand même. Parce que parler avec les maires, il a beaucoup de mal. Il y a quand même beaucoup de maires qui sont dans son opposition. C'est pas ça l'idée qu'il a voulu dire. Ce qu'il a voulu dire, c'est que vous êtes dans l'opposition. Je parle de la commission permanente, vous êtes dans l'opposition, donc je n'ai pas d'intérêt à vous écouter. C'est un peu ça l'idée. Bon. C'est ça qui a fait ça, que c'est tout l'interprétation. L'interprétation d'un propos qui est tenu, qui n'était pas, auquel on n'a pas assisté. Tout le monde l'a reçu comme ça. Que ça aille de Cochet à Kimmelfeld, etc. Tous les groupes politiques de l'opposition, même ceux qui ne sont pas faits pour s'entendre, se sont retrouvés ensemble pour se plaindre de cette position dogmatique du président de la métropole. Donc ce n'est pas mon interprétation, c'est une interprétation largement partagée. Et je conçois
qu'elle soit vexante et qu'elle ne soit pas conforme à l'esprit de la démocratie dans les collectivités territoriales. Raphaël, c'est compliqué de savoir ce qui s'est effectivement dit durant cette commission permanente, parce que la commission permanente, c'est à huis clos, c'est pas filmé. Et ça, on ne pourrait pas le changer? En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que je vous parie qu'à la prochaine séance métropolitaine, on aura le même type de manifestation, puisque, mais c'est vrai à l'Assemblée nationale aussi, l'opposition, de fait, en France, n'a jamais aucun rôle. Elle n'a aucun moyen de peser sur les décisions qui sont prises, puisqu'elle est minoritaire. Quand même. Elle peut être entendue. Oui, mais quand on parle de respect, c'est comme les footballeurs, quand ils parlent de respect, en fait, c'est qu'ils demandent un plus gros chèque. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que la question, le respect de l'opposition, ce serait que l'opposition ait un réel pouvoir, une capacité de participer à la prise de décision. En France, ce n'est pas le cas. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que les écologistes défendent la proportionnelle, comme ça se passe en Allemagne, où là, on voit une majorité qui est en train de se dessiner entre PS, les libéraux, donc ce serait plutôt, on va dire, les macronistes chez nous, et les écologistes. Ils ne sont pas d'accord sur grand-chose, mais ils arrivent à faire un programme commun parce que c'est la proportionnelle, et ça force à des débats qui sont un peu plus apaisés, parce qu'on sait qu'après l'élection, il faudra s'entendre sur des politiques communes. En France, on a choisi la logique d'une majorité pour celui qui gagne. Bruno Bernard, c'est le système institutionnel, il fait 22% au premier tour à la métropolitaine. À la fin, il est largement majoritaire à la métropole. Oui, alors, il a fait des accords avec deux gauches et il n'est pas arrivé tout seul à ce niveau-là. Et il y a une chose qui a changé fondamentalement par rapport à la dernière fois, c'est que cette fois, la commission permanente, il y a l'opposition. Et ça a commencé il y a 18 mois. Et donc avant, il n'y avait pas de débat parce que tout le monde avait été élu sur la décision majoritaire, donc non proportionnelle, décidée par Gérard Collomb. Donc Gérard Collomb avait sa majorité, on se souvient, avec Synergie, tout ça, donc avec la droite, et il faisait rentrer à la commission permanente que les gens dont il voulait bien. Donc il n'y avait strictement aucune opposition. Donc il n'y avait pas d'opposition à la commission permanente, puisque tout le monde était du même bord. Donc voilà, maintenant il y a de l'opposition, l'opposition fait son cinéma, c'est son rôle d'opposition, et évidemment, ils n'ont pas été méprisés parce qu'on leur dit, si vous n'êtes pas capable de prendre des petites piques comme ça dans le visage, alors vous ne faites pas de politique. Hein, vous êtes un poète au fond des bois. Ça, donc là, si Bruno Bernard ne les a absolument pas insulté, il rappelle juste que c'est lui qui a le pouvoir et que c'est lui qui fera les politiques. Et il discute avec les maires, ce que d'ailleurs les maires passent leur temps à revendiquer, y compris Philippe Gaucher. Il dit les maires ne sont pas entendus, nous ne sommes pas des maires d'arrondissement. Bon, voilà, il leur dit je parle avec les maires. Et alors, pour conclure sur cette grogne de toute l'opposition à la métropole, Romain, pendant la conférence de presse de ces élus, de ces présidents de groupe d'opposition, c'était un peu un combat de coq, celui qui se mettait le plus en avant, qui prenait la parole, etc. Et il y en a un qu'on n'a pas vu, c'est Gérard Collomb, qui a laissé la parole au président de son groupe, Louis Pélaez. Est-ce que ça veut dire que Gérard Collomb a enfin compris qu'il pouvait laisser la parole à des poulains? Oui, je crois qu'il n'est même pas sur la photo. Non, il n'était pas dans le groupe. Mais c'est pas ça le problème de Gérard Collomb. C'est que c'est le résultat de la loi qu'il a votée. C'est lui qui a changé le système. Lui, il n'avait pas de majorité. Il était obligé de s'entendre. Ah non, c'est contre son vœu que cette commission est devenue proportionnelle. D'accord, mais l'amendement, c'est Gilbert-Luc Devinaz et Collomb a lutté autant qu'il a pu contre cet amendement qui a transformé. Sur ce point-là, mais le fait qu'il ait une majorité, que le gagnant ait une majorité claire à la métropolitaine, c'est lui qui l'a voulu. Et le résultat, c'est qu'on voit que l'opposition aujourd'hui monte au créneau contre cette loi et demande à changer le bébé de Collomb, qui est le statut métropolitain. Alors, donc évidemment, il ne va pas prendre la tête de la fronde. Sincèrement, à mon avis, c'est pas ça qui a été le moteur de Gérard Collomb pour ne pas être présent sur la photo. C'est qu'il y avait sur la photo des gens avec qui il ne voulait pas être, surtout en photo. On se doute un peu de qui, parce que les animosités sont restées très vives et très fortes. C'est pas les gens de droite. Entre l'ancien président... Ils se reparlent. Entre les deux anciens présidents de la métropole. Non, ils se reparlent. David Kimmelfeld et Gérard Collomb. Oui, enfin... de là à se faire prendre en photo pour dire la même chose, il y a quand même un petit espace, et je ne suis pas sûr que Gérard Collomb soit prêt à le franchir aujourd'hui. Donc Gérard Collomb n'a pas changé du tout, finalement. Allez, on passe à notre deuxième sujet du jour. Il concerne aussi Bruno Bernard, puisque en plus de ses casquettes de président de la métropole de Lyon et président du Citral, qui gère les TCL, il a accepté cette semaine de rejoindre l'équipe de campagne de Yannick Jadot pour le candidat écologiste à la présidentielle. Il va s'occuper des relations avec les autres partis. Alors déjà, Raphaël, concrètement, en quoi ça consiste ce poste? Ça veut dire que c'est lui qui va négocier avec les troupes des autres partis en vue du premier tour et du second? Pour l'instant, l'équipe de campagne de Jadot, ça répond surtout à des équilibres au sein des Verts. Hein. On voit qu'il y a tous ces rivaux de la primaire. On voit que Julien Laferrière.
voilà, on trouve quand même beaucoup de monde. Une équipe de campagne, c'est surtout pour faire plaisir aux partis, aux équilibres. On ne sait pas ce que ça veut dire concrètement dans la réalité de la campagne. Je pense que s'il y a des négociations à mener avec les partenaires, ça va se jouer surtout à 2 endroits. Ça veut dire le parti pour négocier les législatives. Oui. Ça, c'est un enjeu qui est extrêmement important. Et puis, ensuite, entre Anne Hidalgo, éventuellement Mélenchon et Jadot, ça se dira évidemment qu'ils seront partie prenante directement. Donc c'est un poste fictif. Non, c'est pas un poste fictif, mais parce que Bruno Bernard est plutôt proche de Jadot. Il l'a soutenu au 2e tour. Il aura un rôle dans la campagne, mais c'est pas au poste qu'on peut savoir quel rôle il va jouer au final. Il a été pendant très longtemps responsable des élections, des circonscriptions, Bruno Bernard, au sein des Verts. Oui. Donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la carte électorale, qui connaît parfaitement tous les rapports de force, mais circo par circo. Et donc évidemment, de ce point de vue-là, il est extrêmement utile. Pour l'instant, c'est un peu technique, on va voir ce que ça va donner, évidemment. Sauf que depuis un an, il a autre chose à faire. Alors oui, mais il a su se ménager du temps. Hein. C'est pas exactement le même type de rapport au travail que l'avait Gérard Collomb. Et il part à 17h30 quand il faut, il prend des week-ends où il décroche, il a du temps. Il s'est pas laissé complètement bouffer par la politique. Bon, alors vous allez me dire, c'est pour refaire de la politique. Mais il a de quoi faire une campagne, il en a sous le pied. Ouais. Emmanuel, vous n'êtes pas choqué non plus? Moi, je ne suis pas choqué d'abord parce que, comme dit Raphaël, c'est un principe politique d'équilibre, etc. Chacun s'entoure de grands élus, de gens qui sont représentatifs d'une certaine idéologie dans leur mouvement, etc. Moi, je prends ce qui s'est passé avant. Aux dernières présidentielles, Gérard Collomb, qui était président de la métropole, était en plus maire de Lyon et très impliqué dans la campagne de Macron. Bon, ça n'a pas créé de débat, ça n'a choqué personne. Et il n'y avait pas de quoi en plus. Donc le boulot était fait, il n'y avait pas de souci particulier. Donc là, entre un poste où il n'est pas mobilisé autant que l'était son prédécesseur à la métropole, et un emploi, une responsabilité presque fictive, on va dire, dans la campagne, c'est pas ça qui va poser des problèmes sur la gestion de la collectivité. Gérard Collomb, c'est peut-être le début de sa chute, hein, le fait d'être... Je ne crois pas que ce soit le fait d'avoir été dans la campagne de Macron qui a précipité sa chute. C'est le fait d'avoir été dans le gouvernement de Macron après la campagne, où il a quitté la ville en mettant aux 2 responsabilités, 2 de ses lieutenants, entre guillemets. Effectivement, une fois qu'on est assis dans un siège et qu'il est confortable, on a du mal à en sortir après. Donc, vous avez souligné le fait qu'il y avait aussi Hubert Julien Laferrière, le député du Rhône, qui était porte-parole. Oui. Ça vous choque par contre? Non, ça ne me choque pas. Ça ne me surprend pas de Hubert Julien Laferrière, qui est un type sympa que je connais depuis longtemps. Mais par contre, dont le parcours est quand même très sinueux, mais très adapté à sa circonscription. Donc c'est peut-être ce qui motive ses positions aujourd'hui. Par contre, il n'y a pas de place dans l'équipe de campagne pour Grégory Doucet. Et donc on comprend mieux cette phrase, on en avait parlé ici, de « je me mets à disposition ». Et je me disais, mais c'est bizarre, parce que et là, on voit mieux ce que ça veut dire. C'est qu'il ne voulait pas travailler avec lui, quoi. Ah bon ? Bah oui, sinon, quand vous vous mettez à disposition de quelqu'un, ça veut dire, s'il a besoin de moi, il viendra me chercher, mais moi, personnellement, j'ai pas envie. Et la réponse est, on n'a pas besoin de toi. Donc les relations doivent être en fait tendues. La campagne est longue encore, il peut lui faire appel à lui plus tard. Peut-être, mais enfin pour l'instant c'est un signal assez fort quand même. Je vous propose de passer au 3e sujet du jour, messieurs. C'est un sondage IFOP qui a été dévoilé ce mercredi. Il a été commandé par la mairie de Sainte-Foy-les-Lyons et il interrogeait les habitants de la commune au sujet du téléphérique. Le résultat est sans appel, 77% d'opposition au projet de transport par câble. Emmanuel, on a également appris que les maires de Sainte-Foy et de la Mulatière allaient organiser le 28 novembre un référendum consultatif des habitants sur cette question du téléphérique. Est-ce que les écologistes peuvent encore s'imaginer passer par ces communes, vu l'opposition qu'il y a? Je l'ai dit déjà, je pense, sur ce plateau au moins à 2 reprises. On en parle souvent du téléphérique. Cette histoire de téléphérique, pour moi, c'est une espèce de chiffon utilisé par les Verts pour montrer leur vertitude. C'est-à-dire, regardez, on est des vrais Verts, nous. Hein, on fait un téléphérique à un endroit où personne ne l'attendait, un téléphérique qui ne servira... Si, les habitants de Francheville. Oui, enfin, bon, le maire, notamment, qui est pour. Oui, bien sûr. Mais les habitants de Francheville, vous avez regardé, la durée des trajets en période haute, c'est 5 minutes de gagné avec le téléphérique. Bon. Quand on voit l'ensemble des contraintes que ça va poser en termes d'esthétique, en termes d'aménagement, en termes de problèmes juridiques, puisqu'il va y avoir des recours de partout, puisqu'on les emprunte au sol, des immenses poteaux qu'on va poser, ça va être terrible.
on est déjà contre les éoliennes. Alors je vois pas bien avec les poteaux de téléphériques, etc., avec les téléphériques qui passent en dessus des propriétés, des immeubles, etc., notamment de Sainte-Foy ou de la Mulatière. Non mais cette histoire de téléphérique, pour moi, c'est une fumisterie, c'est juste pour montrer que, vous voyez, on est des vrais verts. Bon, on ne pourra pas le faire parce qu'il y a des problèmes qui se posent à nous, il y a des oppositions, il y a des problèmes juridiques, etc., etc. Donc on ne le fera pas, mais on a montré l'intention. Et je pense que c'est ça qu'ils voulaient faire les Verts avec ce projet-là. Depuis le début, je ne crois pas en ce projet. Le sondage montre que les Lyonnais, enfin les gens de Sainte-Foy et de la Mulatière n'y croient pas et ne le souhaitent pas. Je pense que si on fait des référendums sur toute la partie du trajet, on aura à peu près les mêmes retours. Je vois mal les Verts, compte tenu des problèmes que ça va créer, de se lancer dans un projet à l'encontre de l'avis des habitants. Et si au-delà du sondage, il y a un référendum d'initiative locale, ce que je trouve plutôt bien, c'est une bonne idée de demander aux gens ce qu'ils en pensent par rapport à un projet de cette envergure, il y aura, de mon point de vue, on peut presque l'imaginer facilement, une opposition assez forte. Et donc je vois mal les Verts aller contre l'avis exprimé par les habitants. Raphaël, la mairie de Sainte-Foy-les-Lyons a dépensé 12 000 € pour ce sondage et on imagine que pour organiser un référendum, à la fois la Mulatière et Sainte-Foy vont encore dépenser un peu d'argent. Est-ce que du coup ça sert à quelque chose, à la métropole de Lyon, de mettre aussi de l'argent dans la concertation alors qu'on a des avis qui sont assez tranchés et organisés par des organismes, notamment IFOP, qui sont officiels? Oui, après c'est toujours la question du territoire. Est-ce que vous voulez un téléphérique dans votre jardin? Non. Est-ce que vous voulez une autoroute dans votre jardin? Bah non. Les gens qui sont directement impactés par l'effet négatif d'un équipement, ils sont toujours évidemment contre. La question c'est toujours le bénéfice-risque sur un investissement qui est important. Est-ce que ça permet de décloisonner la population de Francheville? Oui. Est-ce que les habitants de Francheville ils sont favorables? C'est une bonne question. C'est l'étude qui est en cours. Je pense qu'effectivement, la solution du référendum à la fin est bonne. Le sondage avant est forcément un petit peu démago, c'est de la bonne opposition, c'est plutôt malin, ça met un peu les écologistes dans un corner, mais je ne crois pas du tout qu'ils le fassent pour agiter un chiffon rouge. Je crois qu'ils sont convaincus que c'était un vert, en l'occurrence. Je pense qu'ils sont convaincus que c'est un instrument utile. Après, effectivement, il va falloir qu'il soit convaincant dans l'enquête publique pour arriver à trouver une majorité sur le territoire qui soit favorable. Parce que s'il y a une majorité d'opposants, effectivement, même si l'équipement est utile, ce serait difficile de le faire. Il y aura une majorité d'opposants. Enfin, c'est pas compliqué. Ah bah non. Le maire LR de Francheville est pour. Hein. Voilà, et puis il n'y a pas que Francheville, il y a tous les gens autour, Craponne, Chaponneau, tous ces endroits-là, ils seront ravis de ne pas être obligés de traverser Sainte-Foy pour essayer d'arriver à Lyon. Et donner un accès à la campagne directement depuis le centre-ville, c'est aussi intéressant pour les habitants. Parce que vous qui adorez les parcs relais, on mettra des parcs relais à Francheville, les gens arriveront de là, puis mettront leur voiture à Francheville, et hop, ils prendront le téléphérique. Agrandissons déjà ceux de Oulin. Notamment, et vous verrez qu'il y a moins de gens de Francheville dans Lyon avec leur voiture. Enfin, c'est pas la solution idoine, c'est pas la solution miracle pour désenclaver une partie de l'agglomération qui n'est pas si enclavée que ça. Hein. Francheville, franchement, c'est pas la plus enclavée de l'agglomération. Donc moi, je pense sincèrement que ce projet-là ne se fera pas. Parce que compte tenu le bénéfice-risque dont vous parlez, c'est qu'il faudrait que les gens soient d'accord, il faudrait que ce soit un coût raisonnable, il faudrait qu'il y ait une véritable utilité. Et sur tous ces critères-là, à mon avis, ils n'arrivent pas à cocher les cases. Donc je ne vois pas comment ce projet-là pourra sortir de l'eau. Après, il y a comment ça se passe au moment où on fait l'enquête publique tant que l'équipement n'existe pas, et puis surtout comment ça se passe une fois qu'il est réalisé. Parce que l'idée, c'est qu'il soit réalisé avant les élections. Si une fois, au moment de sa mise en route... Pour avoir l'argent de l'État, il faut qu'on fasse avant 2025, je crois. Oui. Donc pour avoir les 7 millions de l'État. Oui, mais donc le pari, c'est comment les gens vont le percevoir une fois qu'ils seront installés. Le nombre de recours, parce qu'il y aura des recours sur tous les emplacements de pelotons. Oui, comme tous les équipements publics. Oui, mais quand on fait un tramway, il y a des recours partout. Après, est-ce qu'il est accepté quand il est mis en œuvre ou pas? C'est ça la question. Oui, mais là, ça n'empêche pas d'avancer sur les chantiers. Hein. Gérard Collomb faisait ça, et après, la justice décidait ou pas d'abattre les pylônes. Mais ça ne sera pas le cas, je pense. Sur la base de téléphérique, que je sache. Hein. Donc, non, mais il a fait un pont, le pont Schumann, par exemple. Le pont Schumann, il l'a fait, les recours étaient en cours. Oui, il n'y avait pas tant de recours que ça, puisque les recours étaient portés par les associations. On a écouté les poissons. Voilà. Vous avez ras-le-bol d'avoir ce pont au-dessus. J'étais, moi, parmi ceux qui s'opposaient à ce projet de pont, en tout cas de cet emplacement. Donc, et maintenant, vous êtes content de ce pont, non? Non, je le trouve complètement... il n'est pas du tout au bon endroit, et je le trouve beaucoup trop volumineux par rapport au site.
Mais ça, c'est ma position. Et l'endroit où il est n'est pas tout à fait justifié, enfin, pas du tout justifié. Il est entre le 9e arrondissement et le quai Gilet, sur le 4e. Oui, c'est ça, oui. Il fallait le mettre beaucoup plus à l'extérieur. Il est à côté d'un pont qui existe déjà. Donc, Mais là, le téléphérique ne sera pas à côté d'un autre téléphérique. Il sera vraiment bien tout seul comme un grand. Le bon exemple, c'est les berges du Rhône. Dominique Perben, quand il analyse la situation, les opposants, qu'il interroge les riverains, j'imagine qu'il faisait des sondages à l'époque, et il en conclut qu'il ne faut surtout pas faire les berges du Rhône comme Colomb les prévoyait. Il fallait laisser la moitié de la place aux voitures à du stationnement. Heureusement que Colomb ne l'a pas écouté. Il n'appartenait pas à des privés. Donc là, le problème ne se pose pas de la même manière. Là, vous allez avoir une multitude de recours parce qu'il y aura des recours sur tous les emplacements de pylônes. On va les mettre dans les jardins des gens, les pylônes. Ah ben, on va les mettre où? Eh ben, sur la voie publique. Oui, bien sûr, c'est ça. Enfin, chaque fois qu'on construit une route, on négocie avec les gens. Là, on ne fait pas une route, on pose des pylônes, donc c'est forcément en dehors des voies publiques. Enfin, il faut juste être un peu logique. Un pylône, on ne va pas le mettre sur une voie publique. On va le mettre sur un emplacement privé parce que les voies publiques, elles sont déjà utilisées. Il y aura potentiellement des expropriations. Oui, peut-être 2-3. 2-3 Il y en aura une multitude. Non mais les pylônes, il n'y en a pas non plus 400. Il n'y a pas 400 pylônes à mettre. Oui, j'en sais rien, mais à mon avis, il y en a beaucoup. Non. Ah bah. Romain, pour conclure, simplement, politiquement, Bruno Bernard, qui reçoit sur sa table ce sondage, qui va recevoir les résultats du référendum, il ne peut pas accepter de céder face à ça, parce que sinon il met le doigt dans un engrenage, et à chaque fois qu'il va brandir un projet, les mairies opposées vont faire la même chose pour le faire céder. Mais tout à fait, et puis de toute façon ça n'a pas de sens, sinon il ferait faire un sondage aussi à Francheville, et là il aurait 67% de gens qui sont favorables, puis il en ferait faire un à Chaponneau, et il aurait 80% de gens qui sont favorables, et lui c'est pas son travail, c'est le travail de l'opposition d'essayer de monter un rapport de force qui lui soit favorable. Et pour l'instant, Bruno Bernard, il a juste à avancer pour montrer qu'il est capable de faire une politique. Notre 4e sujet du jour, les écologistes font beaucoup pour les étudiants et les jeunes les plus démunis. L'abonnement TCL est désormais moins cher pour eux. Il y a aussi le revenu jeune solidaire dont on a parlé ici. La nouvelle étape depuis cette semaine, c'est l'allocation gratuite de 10 000 vélos destinés aux étudiants boursiers et aux jeunes de moins de 26 ans en parcours d'insertion, fournis avec les antivols. Alors autour de la table, je pense que sur le papier, on peut tous dire que c'est plutôt une bonne idée. Ma question aujourd'hui, c'est de vous demander si la métropole ne stigmatise pas ces jeunes en leur fournissant un vélo vert pétant. Je m'explique, quand on va voir quelqu'un sur cette bicyclette, on saura automatiquement que la personne est en situation financière compliquée. C'est un constat qui a été fait, en tout cas sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous le partagez? Moi, ça ne me choque pas du tout, franchement. Enfin, j'ai beaucoup de sujets sur lesquels je suis en désaccord avec les Verts, avec leur positionnement politique, etc. Mais là-dessus, faire une polémique par rapport à ça, moi, je trouve ça désuet. Parce que les étudiants boursiers, c'est pas une tare. Moi, j'en connais plein qui sont boursiers. Ça choque personne et ils ne sont pas montrés du doigt parce qu'ils sont boursiers. Si on avait voulu, par contre, éviter ce genre de polémique, il y avait une solution, de mon point de vue, beaucoup plus simple, mais moins visible politiquement pour eux, c'était de donner une carte d'accès au Vélov gratuite à ces mêmes étudiants boursiers. Donc, ils avaient le même service, sauf qu'il n'y avait pas le même affichage du vélo vert. Vous avez vu, nous, ce qu'on fait pour les jeunes boursiers, etc., etc. Mais sur le principe, l'histoire de la stigmatisation, pour moi, c'est juste... ça ne se pose pas, c'est pas possible. On ne va pas montrer du doigt un étudiant parce qu'il est boursier. Il y en a plein qui sont boursiers. On est plutôt respectueux des étudiants qui trouvent un petit job à côté, etc. C'est pas une tare. Donc, moi, je ne vois pas la stigmatisation dans ce dossier-là. Vous savez que les jeunes sont cruels, Emmanuel. Oui. Raphaël, vous partagez ce constat? Alors, je dirais presque l'inverse, mais non, c'est vrai que c'est une bonne question en fait. Après, c'est les jeunes qui vont y répondre. C'est-à-dire que est-ce qu'ils vont, ils le savent dès le départ, c'est réservé aux boursiers, donc s'ils sont dessus, ils seront identifiés comme tels. Si massivement ils prennent ces vélos, et Emmanuel Hamelin aura raison, c'est qu'effectivement, c'est pas perçu comme stigmatisant et c'était pas un problème. Par contre, c'est très différent de Vélov. Puisque là, ce sont des vélos qui sont à disposition. C'est pas tout à fait le même usage. Quand on a un vélo en permanence, on est un peu obligé de faire tout le temps du vélo aussi, aller comme retour. Et puis pour les étudiants, surtout sur des campus qui sont un peu éloignés, Vélov est rarement une solution parce que vu la masse d'étudiants, on ne peut pas compter sur Vélov. On n'est pas sûr d'avoir une place à l'arrivée, on n'est pas sûr d'avoir un vélo au départ. Donc il faut passer à son propre vélo. 10 000 vélos, c'est pas anecdotique. Donc c'est un élément effectivement changeant. C'est visuel aussi, c'est de la communication. Mais après tout, quand on veut changer les pratiques, il faut aussi savoir faire de la communication. Celle-là me paraît plus pertinente que la campagne qu'on a vue sur les rêves qu'on ne comprenait pas bien en septembre. Oui, enfin, après les étudiants.
Je connais quelques étudiants, pour l'instant j'ai pas vu, j'ai vu, ils avaient distribué, mais ils en ont distribué que 350. Il faut voir combien, est-ce que ça va rester. Si c'est 350, ça peut être au contraire un chic incroyable d'avoir un de ces vélos-là. Si c'est 10 000, alors il faudrait regarder, je pense qu'il y a plus de 10 000 Vélov. Mais 10 000, ce qui est le chiffre affiché par ce prestataire suédois, c'est gigantesque. Ça peut plus être stigmatisant pour une population, bon alors certes il y a 100 000 étudiants à Lyon, mais 10 000, c'est-à-dire qu'un dixième ont pu bénéficier de ce vélo, et donc ça sera complètement banal. Et puis en plus, si vous trouvez que c'est moche, vous pouvez mettre des stickers dessus, vous les enlevez quand vous le rendez au bout de 2 ans, et ouais, personne ne sait que c'est le même vélo. On peut parler de la couleur verte. Ouais. Mais ça, Colomb l'aurait pas fait, il l'aurait sans doute pas fait vert. Sur la communication, c'est bof quand même. Oui, mais vous pouvez mettre des stickers rouges, les étudiants ANAR mettent des stickers rouges, les étudiants, les Républicains, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a peut-être un peu à Lyon 3. Ils mettent des stickers bleus, Ouais. vous voyez, des trucs comme ça. D'accord. Et on voit plus le vert. Donc ça vous choque pas? Ce qui me choque, c'est que j'en ai pas le droit à 1 mois. Et je voudrais savoir pourquoi les gens qui sont à Lyon-Mac sont rejetés et qu'on ne leur donne pas de prêt de vélo gratuit pendant 2 ans. Enfin bon, je dis rien. Bon, messieurs, il nous reste encore un petit peu de temps. J'avais promis à Raphaël qu'on n'en parlerait pas, mais bon. Parlons de la guillotière, puisque ce jeudi, 150 commerçants et habitants ont manifesté dans le quartier pour dénoncer l'ambiance, l'insécurité qui y règne. C'est la première étape de potentiellement d'autres mouvements, puisqu'une autre manifestation est prévue cette fois sous les fenêtres du maire Grégory Doucet pour être reçue, pour qu'une délégation soit reçue par le maire. Et s'il refuse, eh bien, il pourrait y avoir des plaintes qui seront déposées, un peu à la manière de ce qui a été fait par le collectif Presqu'île en colère et qui va aboutir début novembre à une audience devant le tribunal administratif où seront convoqués à la fois le préfet du Rhône et le maire de Lyon. Autour de la table, je vous pose cette question, puisqu'après, il y a également le préfet délégué à la sécurité qui a pris la parole et qui a dit que, désolé, on ne peut pas mettre de policiers tout le temps. On est face à une situation qui dure depuis des années, on le connaît, on le sait, tout le monde a tenté quelque chose, tout le monde a essayé de mettre ça un peu sous le tapis. Aujourd'hui, la solution, ça pourrait être quoi ? Elle n'est pas simple, hein. Et puis ça dure depuis des années, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un phénomène nouveau qui est vraiment l'importance du trafic de cigarettes. Depuis qu'Emmanuel Macron a augmenté le prix du tabac, on a le tabac le plus cher d'Europe. Évidemment, quand le paquet est à 10 € chez nous et qu'il est à 2 € dans beaucoup de pays autour de nous en Europe, ça facilite quand même les trafics. Il y a une enquête là-dessus dans le Nouvel Obs cette semaine. Quand je l'ai lu, j'ai dit tiens, c'est intéressant, ils ont fait un reportage à la Guillotière. Parce que vraiment, ils racontaient la Guillotière. Mais non, c'était en banlieue parisienne. Et ils sont confrontés exactement aux mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a des migrants qui sont désœuvrés et qui sont prêts à travailler pour une misère. Enfin, à vendre ces cigarettes, ils gagnent entre 20 et 60 € par jour. C'est quand même pas c'est revendeur, donc c'est des petits profits, mais dont derrière lesquels s'organisent des petites mafias qui à la fin représentent un chiffre important. Hein. On pense que selon les estimations, ce serait entre 25 et 30% des cigarettes consommées en France qui seraient vendues sur ces marchés noirs. Donc on a un problème qui dépasse largement les écologistes. Et qui ne sera pas simple à résoudre. Après, c'est eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire spécifiquement à la Guillotière ? Ils nous ont promis une phase d'apaisement, de concertation. C'est sûr qu'à un moment donné, les gens vont demander les résultats. C'est intéressant ce que vous dites, parce que mardi, effectivement, il y a eu une saisie qui était importante, 100 kilos de tabac qui ont été saisis place Gabriel Péry. Vous pensez qu'effectivement, ça peut être une partie de la solution, Emmanuel ? Moi, je pense qu'on ne peut pas réduire le problème de la Guillotière à la vente de cigarettes. C'est pas possible. Enfin, bien sûr que c'est un problème, et bien sûr qu'il y a un trafic de cigarettes dans ce quartier-là-bas, etc. Mais il n'y a pas. Il est impressionnant quand même. Hein. Non, mais je suis d'accord. Et surtout, il est extrêmement visible. C'est-à-dire que quand on y va, il y a une trentaine de revendeurs. Il n'y aura pas les problèmes qu'on connaît. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que du trafic de cigarettes. Il y a du trafic de drogue, il y a du trafic d'objets volés, il y a de la prostitution. Il y a tout un tas de problématiques qui se posent sur ce quartier-là, en particulier, et qui fait que ce quartier est devenu invivable. Enfin, c'est pas possible. Ça a complètement dégénéré, je suis d'accord, ça date pas d'hier, ni d'avant-hier, ça date depuis un certain temps. Parce qu'on a laissé ce quartier à la dérive. On l'a vu, il s'est communautarisé de manière importante, sans que personne ne réagisse, on a laissé faire, etc. Aujourd'hui, ce quartier-là, il est en vase clos quasiment. Le problème est extrêmement compliqué à résoudre aujourd'hui. Il aurait fallu qu'on s'y attelle il y a bien longtemps. Comme ça n'a pas été le cas, eh ben on se retrouve devant une situation inextricable.
Parce que là, ça va être très long maintenant pour le remettre sur les rails, le rendre un peu plus vivable qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais voilà, mais c'est pas que les cigarettes. Il y a des trafics en tout genre là-bas. Il y a une insécurité galopante. Les gens ont peur. Enfin, tout le monde le sait. Bon, on se balade pas à la guillotière comme ça, quoi. On fait attention à l'heure à laquelle on y va. On n'y va pas tout seul. Enfin bon, c'est un quartier dont on sait qu'il y a des problèmes de sécurité forts. Bon. Je dis pas que c'est le seul problème, mais en tout cas, c'est un problème nouveau. Non, mais la cigarette en fait partie. Mais il y a bien d'autres problématiques qui se posent et qui font que la solution est très compliquée aujourd'hui. Très compliquée. Ce qui était intéressant hier avec la manifestation c'est d'abord qu'il y avait, à mon avis, très très peu de monde. On n'a pas l'habitude de voir aussi peu de gens dans une manifestation. Et puis surtout, c'était des gens qui ne savaient pas manifester. Il n'y avait pas les codes, ils n'avaient pas de slogan, ils ne savaient pas chanter, tout ça. Donc c'était un tout petit groupe qui était bien encadré par la police. Effectivement, la police avait pris possession de la place Gabriel Péry pour pas qu'il y ait de heurts. Donc il y avait beaucoup de policiers, très peu de manifestants. Donc on sent qu'ils n'ont pas encore la capacité d'infléchir les politiques publiques. Ces commerçants qui doivent être effectivement désespérés de la façon avec laquelle les choses évoluent. Moi, je suis quand même assez d'accord sur le fait que si avec du trafic de cigarettes, ça poserait aucun problème, parce que le trafic de cigarettes, c'est effectivement des gens qui vendent, donc on est dans une logique de marché, bon, un peu détournée, mais habituelle, et que à cela s'agrègent des tas de trucs qui sont effectivement les objets volés, puis après de l'agression. Le trafic de cigarettes, ça veut dire qu'il y a des guetteurs, ça veut dire qu'il y a une guerre de territoire, ça veut dire qu'il y a des gens qui se battent. Si la police cherche à faire quelque chose, la police cherche pas à arrêter les... Qu'est-ce que vous voulez faire pour les policiers, pour des gens qui vont se retrouver avec 4-5 cigarettes, 4-5 paquets de cigarettes? C'est pas la peine de mettre des guetteurs, puisque la police... Non, je peux vous assurer qu'il y a des guetteurs et qu'il y a des guerres de territoire qui sont réelles. On est sur des petites mafias. C'est pas la même problématique qu'on retrouve avec le trafic de drogue, par exemple. On paye quelqu'un pour avoir le droit de vendre c'est des beaucoup moins cigarettes. Dangereux de vendre un paquet de cigarettes, même en contrebande, que de vendre une barrette de shit ou de vendre Bien sûr, les de la risques drogue. judiciaires n'ont Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que d'un point de vue judiciaire, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, et donc il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Les gens ont le droit de fumer, bon, alors que les gens n'ont quand même pas le droit de s'injecter de l'héroïne. Donc ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est un peu la théorie du carreau cassé. Il y a un petit dysfonctionnement. Alors effectivement, c'est le dernier... Alors non, parce que les prix de cigarettes ont augmenté depuis très très longtemps, bien avant Macron. Enfin, après, c'est un problème de santé publique. C'est tout à fait normal que ça soit très cher de fumer, vu que les gens vont avoir des cancers et que ça va coûter une fortune. Mais je veux dire, ça, si on partait de là en disant c'est le problème, il y a ce trafic de cigarettes qui en lui-même ne pose pas de problème, mais qui est quand même le signe que l'État est un peu dysfonctionnel. Et à partir de là, se rajoutent des tas de choses qui sont de plus en plus... Je suis pas du tout d'accord avec l'idée que le trafic de cigarettes ne pose pas de problème. Il y a beaucoup de problèmes différents. Non, on dit simplement que ce n'est pas le seul problème. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord avec vous, c'est pas le seul. Il n'y aurait pas... Je pense qu'il entraîne et qu'il aggrave les autres problèmes. Et pour répondre à Romain, c'est-à-dire que s'il y a peu de monde chez les commerçants qui manifestent, etc., c'est qu'il y en a beaucoup qui ont peur. C'est-à-dire que c'est un quartier maintenant où la peur s'est installée vraiment. Bon, il y a encore eu des coups de couteau, des bagarres, et dès que quelqu'un donne son opinion pour aller à l'encontre de ce système-là, ils prennent des risques et beaucoup ne veulent pas le prendre, ce risque. C'est possible. Et donc, puis, un jeudi 15h, effectivement, c'est pour certaines personnes, c'est compliqué de se libérer. On termine là-dessus, messieurs. Je vous remercie. C'est une nouvelle émission qui s'achève. On est à peu près dans les temps. Merci pour vos retours, votre fidélité à Lyon Mag. Place aux vacances de la Toussaint. LyonMag.com reste bien sûr actif. Nous, on se retrouve à la rentrée.